Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fawal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyun murshida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Donc comme je vous l'ai demandé, afin de pouvoir tirer bénéfice de cette conférence, de ce séminaire, je vous demande de me répondre à la question. Donc avant de commencer, pensez-vous vivre ou subir les conséquences d'un traumatisme? Vous répondez à cette question maintenant et vous allez répondre à la même question à la fin. Et s'il y a une évolution dans la réponse, ça veut dire que vous avez tiré bénéfice de ce séminaire. Parce qu'on a besoin d'apprendre à se connaître. On commence par le commencement, à savoir la définition. Qu'est-ce qu'un traumatisme? Avant de commencer, il est important de distinguer un trauma d'un traumatisme. Ce sont deux choses différentes. Un trauma et un traumatisme. Alors, le trauma, c'est quoi? C'est un événement vécu qui vous met dans un état d'alerte en raison de la menace qu'elle génère à votre intégrité. Un trauma, donc, c'est un événement, c'est une situation. Vous avez vécu quelque chose de choquant qui vous met dans un état d'alerte, dans un état craintif. Vous avez peur. Pourquoi? Parce que ça porte atteinte à votre sécurité, à votre intégrité, à votre équilibre. Ça, c'est un trauma. Le trauma, c'est un événement. Sur le moment. Le traumatisme, c'est quoi? C'est la conséquence d'un trauma. Parce que quand vous êtes en danger, votre corps y réagit. Votre corps y réagit quand vous êtes en danger. Mais normalement, cette réaction-là doit être ponctuelle, relative à l'événement traumatisant. Lorsque les conséquences du trauma perdurent dans le temps, là on dit d'une personne qu'elle est traumatisée. Vous vivez une situation dangereuse. Cette situation-là, instinctivement, naturellement, elle va générer en vous une réaction de défense. Défense de votre intégrité, de votre sécurité. Indépendamment de votre volonté, votre corps y réagit de cette manière-là par la sécrétion d'hormones, l'adrénaline. Votre corps y réagit pour pouvoir vous permettre de vous défendre. Admettons que vous êtes attaqué, directement on va avoir une sécrétion d'hormones qui vous permet de riposter. On parle de traumatisme lorsque la réaction de défense, elle perdure dans le temps. Lorsque la réaction de défense perdure dans le temps. Donc, un trauma, c'est quoi? C'est un événement vécu qui vous met dans un état d'alerte en raison de la menace qu'elle génère à votre intégrité. Le traumatisme, c'est quoi? C'est la conséquence d'un trauma dans la mesure où il résulte d'une pérennisation du système de défense comme si la menace était toujours présente. Donc c'est abusif. Là, on est dans le dérèglement. Parce que ça, le danger, en fait, il a marqué. Il a tellement été intense qu'il a marqué, si bien qu'on est dans une posture de défense constamment. Et tous les sentiments qui accompagnent. Donc, l'objectif de ce premier point, c'est de savoir distinguer la différence qu'il y a entre un trauma et un traumatisme. Un trauma, c'est ponctuel, ça vient, ça part. Tout le monde en vit. On pourrait l'assimiler à l'épreuve. Un trauma, ça peut être une épreuve. Tout le monde vit des épreuves. Mais notre réaction par rapport à l'épreuve, c'est en fonction de cette dernière-là que l'on peut dire qu'une personne est traumatisée ou pas. Et à titre illustratif, pour que vous puissiez bien mettre en évidence la différence entre un acte et un état. L'acte, c'est ponctuel. L'état, c'est quelque chose qui dure. Prenons l'exemple de l'angoisse. Être angoissé,
c'est avoir peur. C'est avoir peur. On rentre dans un état d'angoisse continuelle quand on parle d'anxiété. L'anxiété, c'est un état d'angoisse continuelle. C'est lorsqu'il y a un processus qui fait que l'angoisse perdure. Là, on parle d'anxiété. Donc, vous pouvez avoir une perturbation ponctuelle, mais quand cette perturbation, à cause d'un cercle vicieux, dure dans le temps, là, on parle d'un état. Et donc, c'est pourquoi le traumatisme est pour le trauma, ce que l'anxiété est pour l'angoisse. Puisqu'il fait perdurer la réaction de défense de manière constante. Alors que l'événement qui a provoqué cette réaction-là a disparu ou appartient au passé. Donc il y a une différence entre trauma et traumatisme. Ce n'est pas tout le monde qui peut être traumatisé. Par contre, tout le monde peut vivre des traumas. Là, je vais parler du subconscient. C'est important de parler du subconscient puisqu'il y a des gens qui sont traumatisés sans savoir qu'ils le sont. D'où ma question. Pensez-vous être traumatisé? Et j'espère avoir une réponse de votre part à la fin du séminaire, différente quand vous allez comprendre qu'est-ce qu'un traumatisme, avec profondeur. Alors le subconscient correspond au processus psychique non accessible de manière directe. Donc processus psychique, tout ce qui relève de l'esprit, de l'intelligence, etc. Les mécanismes, en fait, il y a des processus qui se passent et vous n'avez pas accès de manière directe. Donc le subconscient, c'est sous la conscience. C'est quelque chose qui est derrière vous. Vous n'arrivez pas à accéder de manière directe. Par contre, ça déteint sur votre comportement. Donc on a un espace en nous, le subconscient. Cet espace-là, il stocke des informations, on pourrait dire appartenant à la mémoire. Bon, il y a une mémoire subconsciente et une mémoire consciente. C'est-à-dire que si vous cherchez quelque chose dans votre passé, vous pouvez le trouver, si vous vous en rappelez. Mais il est possible que vous ne rappelez pas de certaines choses qui déteignent aujourd'hui sur vous. Donc on parle de mémoire consciente et de mémoire subconsciente. La mémoire consciente, c'est la mémoire ouverte, déclarée. Si vous cherchez quelque chose dans cette armoire-là, vous allez trouver. Par contre, la mémoire subconsciente, c'est la mémoire cachée. C'est-à-dire qu'elle appartient à votre mémoire, mais vous n'en êtes pas conscient. Et il existe des traumatismes qui sont liés à des événements appartenant à la mémoire subconsciente. Donc on peut être traumatisé sans savoir que l'on est traumatisé. D'où l'importance de savoir qu'est-ce que c'est que le subconscient. Alors le subconscient, je le répète, ce sont des processus psychiques non accessibles de manière directe. Des processus, donc des enchaînements, des schémas qui font ce que vous êtes aujourd'hui et qui sont probablement liés à des événements. Ces événements qui peuvent être des traumas. Des traumas. Donc ces événements qui déteignent sur vous. Donc à partir de là, nous pouvons dire qu'il existe deux types de traumatisme. Un traumatisme conscient et un traumatisme inconscient. Le traumatisme conscient, c'est lorsque vous savez faire le rapprochement entre le traumatisme et le trauma. On parle de traumatisme conscient quand vous parvenez, quand vous réussissez à faire la liaison entre votre traumatisme actuel et le trauma à l'origine de votre traumatisme. Un traumatisme inconscient, c'est quand vous ne parvenez pas à faire la liaison entre le trauma et le traumatisme, ou vous ne comprenez pas le processus qui fait que vous êtes traumatisé. Donc il y a des degrés dans la conscience. C'est clair que de ne pas faire de relation entre le traumatisme et le trauma, c'est déjà pesant et très lourd. Mais vous pouvez savoir que tel événement
est à l'origine d'un trouble comportemental, par contre, vous n'arrivez pas à comprendre le processus qui fait qu'il y a traumatisme, qu'il y a eu passage du trauma au traumatisme. Et c'est là où il faut faire appel au thérapeute. Le thérapeute, il a pour fonction de vous aider à faire la liaison entre le trauma et le traumatisme, ou de comprendre le processus qui fait que vous êtes traumatisé, afin de pouvoir concentrer le remède là où il faut. La guérison consiste justement à appliquer le remède là où il faut, pas à côté. Question. Quels sont les facteurs qui permettent au trauma de générer un traumatisme? Quels sont les facteurs qui permettent à un trauma de générer un traumatisme? Si le traumatisme est un état d'alerte abusif, car il résulte de la pérennisation des effets du trauma, bien au-delà de l'événement en question, c'est pourquoi on peut dire que le passage du trauma entre le traumatisme est lié à l'intensité du débit émotionnel provoqué par le trauma. Donc vous allez ressentir quelque chose d'intense, d'anormalement intense, si bien que cette intensité anormalement élevée va générer un trouble, un dérèglement, un trauma, un choc, un bousculement de repères, comme un accident. Quand vous faites un accident, il y a un choc. Et ce choc génère un déplacement de tous les objets à l'intérieur du véhicule. Donc vos référentiels, vos normes risquent d'être bousculés par le trauma. Parce que c'est un choc, c'est un accident qui bouscule vos référentiels. Ces mêmes référentiels qui vous stabilisent et qui équilibrent votre personne. Donc c'est l'intensité émotionnelle qui résulte du trauma qui permet justement le passage vers le traumatisme. Puisque l'intensité va marquer. Plus c'est intense, plus ça marque. Plus c'est profond, plus ça marque. Il y a une différence entre une écriture sur de la roche et une écriture sur du sable. L'écriture sur la roche, c'est fixe. Pourquoi? Parce que la roche, c'est dur. Et il faut fournir de la force pour pouvoir inscrire sur de la roche. Par contre, le sable, un peu d'eau, et ça part. Donc plus c'est intense, c'est fort, plus ça marque. Et c'est donc au niveau de la mémoire que se joue le passage entre le trauma et le traumatisme. Et avant d'être marqué profondément dans la mémoire, il fallait que le débit émotionnel soit puissant. Donc on peut dire, et ça dépend de la spiritualité individuelle, que lorsque l'on subit un trauma qui génère en nous un débit émotionnel intense, on risque d'être traumatisé. Quand ce débit franchit une certaine limite, et cette limite-là, elle est relative à chacun. Il y a des gens, il ne faut pas un débit très élevé pour les traumatiser. Tandis qu'il y en a d'autres, il leur faut un débit très élevé. Après, en tant qu'être humain, nous avons tous nos limites. Et l'on se ressemble tous dans notre humanité, dans le sens où on peut tous, à travers certaines tortures, faire passer une personne du statut d'individu qui subit un trauma à traumatiser. L'être humain, dans sa fragilité, peut être traumatisé en raison de ses limites. Il est accessible de le traumatiser en fonction de ses limites. Il n'existe pas des personnes qui peuvent être épargnées de manière absolue par le traumatisme. Parce qu'il faut vraiment être fort spirituellement
pour pouvoir, grâce au mental, réguler le débit émotionnel afin de ne pas être affecté dans le temps. Ce n'est pas donné à tout le monde et ça fait partie justement du remède que de savoir réguler ce débit émotionnel qui est la conséquence du trauma. Alors quelles sont les conséquences du traumatisme? Quelles sont les conséquences du traumatisme? 1. Le trouble de la personnalité. En fonction de la nature, de l'intensité et du moment du trauma. En fonction de la nature, de l'intensité et du moment du trauma, vous pouvez être une personne troublée dans la personnalité, à l'exemple de ceux qui subissent un trauma durant l'enfance. Parce que c'est à ce moment-là que la personnalité se construit. C'est à ce moment-là que la personnalité se construit. Donc, si vous subissez un trauma durant l'enfance, il est fort probable que vous soyez traumatisé. Et on peut dire que le trouble de la personnalité est un synonyme d'un traumatisme. Dans le sens où il est l'illustration, le parachèvement du trauma. Une personne troublée dans la personnalité et en réalité une personne traumatisée qui n'a pas soigné son être du trauma. 1. Donc conséquence, trouble de la personnalité. Trouble donc du comportement qui peut être constant lorsque le trauma est vécu durant l'enfance ou il peut être ponctuel. Vous pouvez avoir un trouble ponctuel de la personnalité en raison de votre trauma. 2. Un état de stress et de tension, constant ou récurrent. Donc les conséquences du traumatisme, le stress. Un état de stress et de tension. Alors je dis constant ou récurrent parce que si vous vivez certaines situations qui vous rappellent, je dis dans le subconscient, parce que ça peut vous rappeler de manière indirecte. Vous pouvez vivre une scène, et cette scène-là vous fait rappeler une autre scène qui, elle, vous fait rappeler la situation traumatisante. Et donc à chaque fois que vous allez vous rapprocher de l'endroit qui vous fait rappeler cette situation traumatisante, vous allez avoir des anomalies comportementales ou un mal-être qui peut se traduire par de la claustrophobie, de l'agoraphobie. À titre illustratif, moi-même, j'ai vécu un trauma et un traumatisme aussi. Lorsque on m'avait enfermé injustement. Ce n'était pas la situation d'enfermement qui était pesante, lourde, douloureuse. On va dire j'ai vécu des situations bien plus alarmantes que d'être enfermé dans un endroit insalubre. C'était l'injustice de la situation dans le sens où je ne voyais pas la fin du tunnel. Ça fait plus mal que d'être dans une cellule. Ça fait plus mal que d'être dans une cellule. Quand tu souffres et que tu ne sais pas quand est-ce que prend fin ta souffrance, ça fait plus mal que d'être dans une situation de douleur. Je me souviens d'une personne qui me disait « Je suis pressé que mon procès il arrive pour que je puisse être fixé, même si je prends 10 ans. » Ah, je vous assure, j'ai rien fait de grave. Je vous assure. C'était injuste. Et moi, j'avais pitié de la personne qui me disait ça. Il pensait prendre 10 ans. Et il me disait, je suis pressé que mon procès arrive, même si je prends 10 ans, afin que je sois fixé et que je sois bien psychologiquement. Enfin, c'est comme ça que je le traduis. Pour que je sois bien psychologiquement. Parce que la douleur de ne pas savoir la fin de votre épreuve est une douleur plus intense que l'épreuve en elle-même. Ça, cela m'avait traumatisé. Donc, qu'est-ce que j'ai développé ensuite, par la suite? Des symptômes de claustrophobie. Donc, quand j'étais enfermé dans un endroit,
où je savais que je ne pouvais pas, alors la condition pour que je développe la claustrophobie, c'est la connaissance que je ne pouvais pas sortir de l'endroit en question. Donc, dans le voyage, je rentre dans un avion, je ne peux pas sortir de l'avion pour respirer un peu. Je rentre dans un bus et le bus il a un trajet de 10h, 15h, je ne peux pas sortir du bus, sinon je perds mon billet. Du coup, je suis dans un état de stress par rapport au fait où je suis contraint de rester dans un endroit sans avoir l'option sortie. Et donc cet état de stress générait en moi un mal-être. Et ce mal-être me poussait à courber mon corps. Donc je m'assieds mal, je m'assieds sur le côté, etc. Dans un cercle vicieux qui me rend plus ou moins claustrophobe. Alhamdulillah, grâce aux connaissances en psychologie et en thérapie musulmane, il m'a fallu 15 jours pour régler ce problème. Sans les connaissances. Hein. Je vous dis, cette épreuve-là, je l'avais vécue il y a 6-7 ans. Et à l'époque, je n'avais pas les connaissances que j'avais aujourd'hui. Alors d'aujourd'hui, un tel problème peut se régler en une après-midi. Et c'est vrai que même dans les assemblées où il y avait du monde, je ne supportais pas. Je ne supportais pas. Donc j'arrivais à résister 30 minutes, voilà. La prochaine fois 35, la prochaine fois 40, etc., etc. Et à l'heure d'aujourd'hui, par les connaissances en thérapie musulmane, on peut avoir les clés de la résolution de ces problèmes. Alors imaginez ces gens qui vivent des traumas, qui sont consécutivement traumatisés et qui ne se délivrent pas parce qu'ils ne frappent pas à la bonne porte. Elles subissent la torture sur des années et des années et des années. C'est horrible d'être traumatisé. C'est horrible d'être claustrophobe et de se dire « Ouh là là, je vais sortir de l'endroit où vous êtes dans un avion, vous êtes obligé de rester dans l'avion 6 heures. » De vous dire que tu es coincé, etc. C'est horrible. Les conséquences du trauma, quand elles vous rendent traumatisé, sont horribles. Il y a un mal-être. Vous devenez en quelque sorte prisonnier de votre corps. Vous n'êtes plus en symbiose avec votre corps. Le bonheur, en fait, résulte de la symbiose, de l'unité, de l'harmonie entre les différents éléments qui composent votre être. Et quand votre corps et vous s'opposent, au point où votre corps devient une charge. Quand votre corps devient une charge, là vous souffrez. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent d'être dans un corps lourd, pesant. À l'exemple de ceux qui souffrent de la fatigue chronique. Et on y vient. La troisième caractéristique du traumatisme, c'est quoi? Les perturbations somatiques, c'est-à-dire les maladies psychosomatiques, les maladies qui touchent votre corps et qui sont liées au domaine psychologique. À l'exemple des maladies de la peau, vitiligo, psoriasis, etc., etc. Il y a beaucoup de maladies du corps qui sont liées à ce stress. Les questions à la fin, Inch'Allah. Mais pour répondre oui, tout ce qui touche à la peau, après la pelade, peut-être c'est un coup de soleil. Donc toutes les maladies liées à la peau, apparition de plaques, psoriasis, vitiligo, c'est lié au stress. Au stress qui peut être aussi une forme d'implosion. Le stress, c'est large. En tout cas, c'est un état de mal-être où vous subissez des volontés diamétrales. Et le fait de subir des forces contraires au sein de votre être génère une perte énergétique. Et essayez de tenir malgré qu'il y a des fuites, il y a des fuites, il y a des fuites, ceci vous use et vous fatigue. Donc, les perturbations somatiques, perte de cheveux, etc., etc. Donc le stress. Et les maladies psychosomatiques. La quatrième conséquence du traumatisme, c'est l'exutoire addictif. Et là, c'est large. Il vous faut un exutoire pour vous décharger de cette
tension. Vous vivez de la tension et vous avez besoin d'un exutoire. Et quand l'exutoire n'est pas sain, automatiquement, il génère une addiction. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne savent pas, mais les addictions, ou les obsessions, ou les tics, ou les tocs peuvent résulter de traumatismes. Addiction au sens large. Il y a des gens qui sont addicts à la masturbation, des conséquences d'un traumatisme. Il y a des gens qui sont paranoïaques, des conséquences d'un traumatisme. Il y a des gens qui ont des tics et des tocs, des conséquences d'un traumatisme. Est-ce que le trauma, ce n'est pas la base de la thérapie? Quand vous voyez que plein de gens ont des maladies, et ces maladies sont liées justement à ce choc qu'ils ont vécu et dont ils nous ont mal géré les effets et la réaction vis-à-vis du dit choc. Et si on veut remédier à ces maladies-là, il faut se concentrer à la source du mal. À la source du mal, le trauma. Et j'irai encore plus loin, derrière ce qui se trouve derrière le trauma, la douleur, en réalité. Il faut qu'on creuse. Le trauma, c'est un événement. Et deux personnes peuvent vivre le même événement, mais réagir différemment par rapport à cet événement-là. Réagir différemment par rapport à cet événement-là. Ce qui indique que le plus important, c'est la réaction vis-à-vis du trauma. Les différents types de traumatisme. J'ai expliqué juste avant que parmi les conséquences, les caractéristiques qui révèlent que vous êtes traumatisé, il y a les obsessions, les addictions. C'est pourquoi je vais essayer de mettre en évidence les différents types de traumatisme. 1. Mental. Le traumatisme mental. C'est le choc à l'endroit de l'anormalité d'une scène vécue. C'est anormal. Ça casse la cadence. Ça casse les schémas. Ça cache vos habitudes. C'est anormal. Un père avec sa fille, c'est anormal lorsqu'il y a des attouchements. C'est pas normal. Donc un choc à l'endroit de l'anormalité. Ça, c'est le choc mental. À l'endroit des valeurs. Donc le choc mental, c'est à l'endroit des valeurs, des idées. Quand vous vivez quelque chose d'anormal par rapport à ces valeurs, à ces idées, à ces habitudes, aux normes conventionnelles. Vous pouvez être traumatisé en voyant une scène que vous n'avez jamais eu l'habitude de voir, comme un décès, comme un suicide, comme quelqu'un qui saute dans les rails. Vous n'avez jamais vu une mort en direct, vous marchez dans la gare et quelqu'un s'est jeté sur les rails et mort devant vous. Ça vous a choqué et ça peut vous traumatiser. Vous avez des gens qui travaillent, qui sont traumatisés et qui n'arrivent même plus à revenir au boulot. Le deuxième type de traumatisme, parce que les gens ils ont tendance à penser que le traumatisme est uniquement un trauma lié à la douleur. Non. C'est aussi un choc à l'endroit de l'intensité d'une jouissance vécue. Le choc à l'endroit de l'intensité d'une jouissance vécue. Vous avez des gens qui peuvent être traumatisés et devenir addicts à une personne qui a généré un plaisir obnubilant. À l'exemple de ceux qui tombent dans la passion lorsque des conséquences d'une personne, ils ont vécu un débit émotionnel jouissif très fort.
Donc, on peut dire aussi que la passion amoureuse, qui est une maladie, peut être la conséquence aussi d'un trauma. Le trauma lié à un orgasme. Donc, l'orgasme d'une manière générale. C'est pourquoi on peut dire qu'il existe un traumatisme positif comme il existe un traumatisme négatif. Le traumatisme positif, c'est le traumatisme qui vous élève. Je ne sais pas, vous avez vécu une situation intense au niveau spirituel. Et c'est parti. Cette situation de bonheur et de plaisir spirituel a marqué votre mémoire, si bien que ce traumatisme-là vous pousse à faire des efforts pour récupérer cet état spirituel-là. Donc, c'est un traumatisme qui est positif. Le traumatisme négatif, c'est lorsque votre trauma vous perturbe et vous déséquilibre et vous pousse à des anomalies comportementales. Un exemple de la passion amoureuse qui vous fait perdre la raison puisque vous êtes traumatisé par l'effet jouissif qu'une personne a généré en vous. Les gens ne parlent pas de ce traumatisme-là au niveau du plaisir. Et beaucoup de gens sont traumatisés à ce niveau-là et deviennent addicts à la masturbation, les conséquences de l'intensité d'un plaisir jouissif perturbateur de leur équilibre quand ils regardent de la pornographie ou autre. Ça reste dans la mémoire, donc c'est toujours une affaire de trauma. Et c'est pourquoi, en thérapie musulmane, la notion de trauma est fondamentale. C'est peut-être un sujet qui n'attire pas, trauma, traumatisme, et pourtant, c'est la base de toutes les maladies. Notre gestion des événements que l'on vit à l'endroit du débit émotionnel qu'ils génèrent en nous, ces événements. Quand c'est intense au niveau de la jouissance, ou quand c'est intense au niveau de la douleur. Et là, on rentre dans la troisième catégorie. Catégorie numéro 1 au niveau des valeurs, numéro 2 au niveau du plaisir, numéro 3 au niveau de la peine et de la douleur. Et généralement, les gens, quand ils sont traumatisés, c'est à ce niveau-là, au niveau des épreuves qu'ils vivent, quand c'est intensément douloureux. Mais il existe des traumatismes qui réunissent les trois. Jouissif, douloureux et anormal. C'est pourquoi il y a des degrés dans les traumatismes, en fonction de l'intensité, du moment et de la nature. Et la nature peut regrouper justement ces différentes dimensions, à savoir traumatisme mental, orgasmique et douloureux. Là, ça risque de rester, de marquer longtemps. Inch'Allah, on va rester là. Je vous demande de répondre à la deuxième question. Pensez-vous, enfin la même question, pensez-vous être traumatisé avec ce qui a été dit? On va faire une pause. Durant cette pause-là, je vais prendre une dizaine de patients en thérapie. Et juste après cette pause-là, on va conclure avec les remèdes au traumatisme. Inch'Allah. Donc on va parler de la partie la plus importante, cette fois-ci, les remèdes. Je ne vais pas détailler, je vais juste apporter les clés. Hein. On ne peut pas apporter en détail aujourd'hui les remèdes, juste les clés pour pouvoir comprendre la voie à suivre pour pouvoir se libérer, se délivrer d'un traumatisme. Donc, par rapport à tout ce qui est dit, le premier des remèdes, c'est d'oublier. Est-ce qu'il est facile d'oublier? Hein? Non. Il n'est pas facile d'oublier. Parfois, il y a des gens qui oublient. Ils tombent dans une forme d'amnésie par rapport à un trauma. Et tant mieux. On a déjà rencontré des patients qui ont oublié une partie de leur vie. Alors d'aujourd'hui, ils ont un trouble. On sent qu'il y a un trouble de la personnalité.
Il y a l'oubli par rapport à une période de leur vie. Et sans la connaissance de cette période-là, on ne pourra pas élucider le pourquoi du trouble de la personnalité, ou la nature du trouble de la personnalité. Ça peut permettre à la personne de se délivrer d'états obsessionnels, d'états qui la perturbent, etc. Donc parfois l'amnésie, c'est quelque chose de positif. Parfois l'amnésie, c'est quelque chose de positif. Surtout quand l'action de penser réveille la blessure. Quand l'action de penser réveille la blessure, oublier, c'est positif. Oublier peut être positif. Il y a des recherches qui sont faites à l'endroit de l'oubli pour pouvoir permettre à une personne d'oublier des traumas. Au niveau psychiatrique, hein, je parle des recherches au niveau de la médecine occidentale. À mon sens, je ne pense pas que c'est possible. Je ne pense pas que c'est possible de jouer sur la mémoire. Les gens pensent faire oublier, mais en réalité, ils perturbent, je pense, l'organisme et créent d'autres problèmes avec leurs médicaments. On ne peut pas oublier. On doit faire avec. Et ceux qui font partie, justement, qui exercent la médecine occidentale et qui pensent qu'avec des médicaments on peut régler tous les problèmes, se trompent foncièrement. Surtout lorsqu'ils font de la recherche à l'endroit de la mémoire, pour savoir si il est possible de faire oublier certains événements d'une existence. Et lorsqu'ils administrent ces médicaments-là, en réalité, ils créent bien d'autres problèmes. Donc je dirais que c'est même dangereux que de penser que par l'entremise de médicaments, on peut oublier certains événements de notre existence. Ces médicaments-là ne règlent jamais les problèmes. Ils ne font qu'occulter, que de cacher. Et l'action de cacher ne fait pas disparaître la fragilité. Je suis bien placé pour le dire, étant donné que j'ai fait des travaux. L'action de cacher des défauts ou l'action de cacher de la fragilité ne fait pas disparaître la fragilité. Ne fait pas disparaître de la fragilité. Donc ça, c'était pour l'oubli. L'action d'oublier. Il peut avoir un oubli naturel lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait oublier. À l'exemple de quelqu'un de... Vous rencontrez quelqu'un de traumatisant. Ou quelqu'un qui vous rappelle des situations traumatisantes. Travaillez à oublier cette personne-là. Il y a 2 jours, un frère était venu me voir. Il souffrait d'une dépression amoureuse. Et il cherchait à renouer avec cette personne-là, qui, elle, ne voulait plus entendre parler de lui. En réalité, une relation toxique, elle dure tant qu'il y a de la proximité, spatialement et temporellement, au niveau du temps et de l'espace. Tant que c'est proche, ça peut durer. C'est-à-dire que s'ils s'embrouillent, mais il y a toujours un lien entre eux, et ils tentent de se remettre ensemble, il y a possibilité qu'ils se remettent ensemble parce que c'est encore frais. Quand une personne arrive à se délivrer d'une relation qui était toxique, jusqu'au point à être en apesanteur par rapport au vecteur de cette toxicité, la personne ne revient plus, ne refait plus marche arrière. C'est une règle. Quand quelqu'un vit une relation toxique, même si cette relation a duré 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qu'il a réussi à s'en délivrer, il goûte à un état de délivrance. Le bonheur qu'il va goûter consécutivement à cette délivrance-là
va le pousser à obscurcir cette relation et à faire disparaître toute volonté de faire marche arrière. Cette même personne-là qui vivait cette relation toxique pendant 10 ans, 15 ans, si il y aurait eu une réconciliation à la période où c'était encore frais, peut-être qu'il serait resté avec la personne. Peut-être qu'il aurait terminé sa vie avec la personne. Mais quand on franchit un certain cap, il existe donc un seuil par lequel on se libère des vecteurs qui nous poussent à la relation toxique. Là, on ne peut plus faire marche arrière. Quand c'est frais, c'est possible. Quand c'est pas frais, donc méfiez-vous parfois du break. S'il y a des gens qui font du break, dans le cas où ils veulent se réconcilier, parce que toutes les relations ne sont pas toxiques, elles peuvent être toxiques ponctuellement, mais quand c'est de la toxicité qui est inhérente à la relation, dans ce cas-là, le break est une solution pour se délivrer, puisqu'il permettra un franchissement du seuil qui nous permet d'être en apesanteur vis-à-vis des vecteurs qui nous poussent à cette relation-là. Et donc, ces gens-là, en réalité, ils connaissent un état comme s'ils retrouvaient la vue, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'intérieur de la relation, donc ils ne voyaient pas, ils se sont séparés de la relation durant une certaine période, jusqu'à qu'il n'y a plus de force qui réattire vers la relation, et dès qu'ils ont réussi à se libérer de toutes les forces, ils ne voient plus l'intérêt de revenir. Au contraire, ils connaissent un état qui les répugne au retour. Il y a de la répugnance par rapport au retour. Et donc, là, oubliez peut-être un acte. Lorsque vous avez vécu une relation traumatisante ou qui vous rappelle des scènes traumatisantes, oubliez les causes. Et donc, un acte volontaire de votre part. Il y a l'oubli qu'on hérite d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'Allah nous permet d'oublier une scène traumatisante, mais il y a l'oubli que vous pouvez faire. Lorsque vous travaillez à oublier les événements susceptibles de vous rappeler quelque chose de traumatisant. Et oublier implique de ne pas penser à la chose et de ne pas penser aux choses qui nous rappellent la chose. Donc si c'est une personne qui vous a traumatisé, de ne pas penser à la personne et d'essayer de s'écarter de tout ce qui peut nous faire rappeler la personne. Ça, c'est le remède numéro 1. Le remède numéro 2, désimpacter ou réguler la charge émotionnelle consécutive du trauma, moyennant des exercices de soulagement qui séparent les symptômes de la situation à même d'atteindre la mémoire subconsciente. Donc le remède numéro 2, c'est par des exercices. Avec des exercices, vous pouvez désimpacter le trauma. Vous pouvez réguler la charge émotionnelle du trauma en essayant donc de faire des exercices qui séparent les symptômes de ce trauma. Donc les symptômes consécutifs du trauma, vous essayez de les faire disparaître. Et en agissant à l'endroit du symptôme, vous pouvez toucher la cause. Alors il faut savoir qu'un traumatisme ne se soigne pas avec le temps qui passe. Les gens disent « je laisse le temps passer ». Non, ça c'est une règle qui est importante. Le traumatisme, il peut vous accompagner toute votre vie. Et à ce niveau-là, il ne faut pas laisser traîner les choses. À ce niveau-là, il ne faut pas traîner les choses. Il y a des maladies, je laisse passer, ça va partir. Pourquoi? Parce que le système immunitaire, indépendamment de votre volonté, il fait son travail. Le système immunitaire, indépendamment de votre volonté, il fait son travail. Donc laissez le temps passer, vous allez guérir. À l'endroit du traumatisme, non. Laisser passer ou laisser traîner les choses risque de renforcer la maladie. Il faut régler le problème. Parce que plus le temps passe, plus la maladie se consolide. Plus la maladie se consolide. Comme à l'endroit d'une tâche. Laissez une tâche dans la vaisselle. Un jour, 2 jours, une semaine, un mois, et voyez la difficulté dans le désincrustage. Il y a des hommes qui rigolent.
Parce que tant que c'est encore chaud, un peu d'eau chaude et ça part, sans frotter. Mais si vous laissez là longtemps, 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 c'est carrément l'assiette que vous allez jeter parce que vous n'allez même pas pouvoir séparer le déchet de l'assiette. Donc méfiez-vous des conséquences d'un trauma qui s'incrustent dans la personne au point que les conséquences et votre personne ne font qu'un. Et c'est là où on parle de troubles dans la personnalité. C'est là où on va parler de troubles de la personnalité. Donc, il faut agir à la source et ne pas laisser traîner les choses. Et moyennant des exercices, et là je ne vais pas exposer les différents types d'exercices, il y a l'exercice de pousser les limites, à l'exemple du claustrophobe. Hein. On pousse la limite, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à tenir 15 minutes, on lui dit de tenir 12 minutes, ensuite 13, ensuite 15, ensuite 17, ensuite 19, ensuite 20, jusqu'à ce qu'il franchisse le seuil et qu'il peut rester autant qu'il peut. J'ai expérimenté cet exercice et il a marché. Pousser les limites. Ça, c'est un traitement à l'endroit du symptôme. Mais la meilleure thérapie, c'est à l'endroit de la cause. Parce que vous pouvez régler le problème à l'endroit du symptôme, mais si vous ne réglez pas le problème à l'endroit de la cause, il peut réapparaître un autre jour, d'une autre manière. Si vous ne réglez pas le problème à l'endroit de la source, le symptôme peut réapparaître, soit à un autre moment, soit d'une autre forme. Il y a des gens qui pensent guérir de certaines maladies, mais en réalité, les maladies se transforment. Elles passent d'une nature à une autre nature. Comme à l'exemple des paranoïas. Quelqu'un peut avoir la paranoïa de l'espionnage, ensuite il peut avoir la paranoïa de l'impureté, ensuite il peut avoir la paranoïa de l'odeur, ensuite il peut avoir la paranoïa. Ça change. Donc des paranoïas qui changent. Ne veut pas dire que vous êtes délivré de la paranoïa précédente, c'est juste votre paranoïa qui prend une autre forme. Donc, remède numéro 2, les exercices. Remède numéro 3, fréquenter des personnes apaisantes, source de quiétude. Car le traumatisme est contagieux et il existe des gens qui génèrent des traumas par les blessures qu'elles provoquent, moyennant leur comportement irrationnellement injuste. Là, c'est important. Il y a des gens qui vous traumatisent. Il y a des gens qui vous traumatisent. On a parlé tout à l'heure des différents types de traumatisme, mental, orgasmique, douloureux. Mais les voies par lesquelles on peut être traumatisé, ça peut être soit une épreuve divine, le destin, un accident, un décès, comme ça peut être une personne avec laquelle on se lie d'amour ou d'amitié et qui ensuite, moyennant un comportement injustifié, nous traumatise. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le traumatisme résulte du débit émotionnel anormalement élevé, que ce soit un débit ressenti ou un débit de perte. Je donne un exemple. Vous vous liez de fraternité ou d'amour avec une personne. Donc vous investissez des sentiments. Vous produisez des sentiments. De l'émotion. Et cette personne disparaît du jour au lendemain sans donner aucune raison. Elle peut vous traumatiser. Parce que l'amour est un sentiment qui implique des droits et des devoirs. Je donne pour recevoir. Si tu donnes énormément et que tu ne reçois pas, ça peut te choquer. Mais pire que cela, tu donnes et la personne est partie sans donner de raison. C'est ça qui est traumatisant, sans donner de raison. Parce que quand on comprend un départ, on peut être épargné par le traumatisme. Mais quand la personne ne vous donne pas, elle vous donne un point d'interrogation qui vous fait cogiter. C'est tout ce que vous avez investi en termes d'émotion, ça part dans le vent. D'un coup. Gaspillage énergétique, dépression. Donc il y a des gens qui peuvent vous traumatiser par la violence,
par des comportements irrationnellement injustes, par de la méchanceté gratuite, de la violence physique, des attouchements sexuels. Les gens traumatisent. Et le traumatisme est contagieux. Un parent traumatisé peut transmettre son traumatisme à son enfant. C'est héréditaire. Il y a des études qui sont faites là-dessus. La guerre est traumatisante. Nos parents ont vécu la guerre. Ils ont vécu la guerre. Et peut-être que des conséquences de ce qu'ils ont vécu, cela nous a affectés, sans que l'on en prenne conscience. Si vous avez un parent qui a été privé d'affection, qui a été abandonné, et qui a donc développé des troubles liés à la sociopathie, cela peut déteindre aussi sur vous. Le traumatisme est contagieux. Donc si vous voulez vous libérer du traumatisme, cherchez les gens qui vous contaminent par la quiétude, la sakina. Il y a des gens qui, grâce à la profondeur de leur analyse, parviennent à vous libérer de vos traumatismes. Et donc ils sont source de quiétude par le sens qu'ils vous apportent. La quête du sens est thérapeutique. La quête du sens est un devoir, surtout à l'endroit des processus qui font que nous sommes malades. Quand c'est l'ignorance du processus qui fait que nous sommes malades, qui permet à la maladie de durer. Quand vous ne comprenez pas le processus va durer. Et donc quand vous fréquentez des gens à même de vous permettre de comprendre le processus qui fait que votre maladie dure, ces personnes-là sont source de quiétude, source de tranquillité, de sérénité. Et leur présence permet à vos traumatismes de disparaître. Donc, les fréquentations sont des remèdes quand vous fréquentez des gens positifs. Fréquentez des gens positifs et vous pouvez guérir des traumatismes. Et éloignez-vous des personnes traumatisantes. Éloignez-vous des personnes traumatisantes. Des gens qui cherchent à vous traumatiser, que cela soit consciemment ou inconsciemment. Vous avez des gens, ils ne sont même pas conscients que par leur comportement, ils peuvent être traumatisés. Et le traumatisme, c'est identique à de la sorcellerie, dans la mesure où ça vous fragilise et ça crée une faille en vous. Une faille psychologique qui va être exploitée par des démons. Donc vous avez des gens, par leur comportement, ils vous traumatisent et les démons s'en frottent les mains. Parce que grâce à ces gens-là, ils vont rester coincés en vous, moyennant le traumatisme qu'ils auront provoqué. Donc les gens qui ont des comportements qui tendent à être irrationnels et injustes sont des personnes susceptibles de vous traumatiser. Et généralement, les gens qui sont troublés dans la personnalité, ce sont des gens qui auront des comportements irrationnellement injustes. Et c'est pourquoi la prochaine conférence portera sur le trouble. Et c'est lié. Premier cours sur le traumatisme, second cours, le trouble, troisième cours, la toxicité. C'est-à-dire comment se protéger d'une personne à même de vous traumatiser. Ce sera le troisième cours. Et le quatrième pour illustrer tout cela à l'endroit du couple. Parce qu'une personne troublée dans la personnalité, en réalité, c'est une personne traumatisée. Et de deux choses l'une. Ou bien elle se comprend elle-même, elle travaille à limiter les dégâts en évitant de devenir quelqu'un de toxique. Et si elle ne se comprend pas, et qu'elle s'associe avec le démon, elle peut devenir un agent inconscient ou conscient du diable dans la provocation de trauma chez les gens.
Cours numéro 2, troubles de la personnalité. Les gens qui sont traumatisés et dont le trauma a généré une anomalie au niveau du comportement. Une anomalie au niveau du comportement. Donc, il y a un handicap comportemental qui fait que la personne elle va mal agir tout le temps. Remède numéro 4. Extraire. En alchimiste, l'alchimie, c'est de transformer les choses. Extraire en alchimiste un avantage spirituel de l'épreuve. Et ça, je le réserve pour les cours de spiritualité après le mois du Ramadan. Extraire en alchimiste un avantage positif de votre trauma. Wallahi, c'est possible. Il est possible de transformer la souffrance en force. Les hommes les plus forts que cette terre ait portés ont été des personnes traumatisées, qui ont réussi à transformer l'intensité de cette souffrance-là en énergie. Il est possible de le faire. Donc, c'est pour ça que normalement, avec le trauma, la station spirituelle associée, ce serait la patience. Et la seconde station spirituelle, c'est comment transformer l'épreuve en quelque chose de positif. Et ça, ce serait la reconnaissance. Parce que vous pouvez devenir très fort grâce à votre souffrance. Et si vous devenez très fort grâce à votre souffrance, parfois il n'est pas plus mal de souffrir. Si vous aspirez à être fort, parce que c'est une qualité d'être fort, et si grâce à la douleur et à la souffrance vous devenez fort, tant mieux pour ces épreuves et ces souffrances, et ces personnes que vous avez rencontrées, à la condition que vous transformez votre douleur en énergie positive. Je les réserve pour les cours de spiritualité qui commenceront après le mois du Ramadan. Si vous êtes intéressé, Inch'Allah, laissez votre prénom et votre numéro de téléphone sur une feuille, Inch'Allah, que je vais distribuer. Donc il y aura une feuille qui va circuler chez les sœurs, une feuille qui va circuler chez les frères. Si vous êtes intéressé pour des cours de spiritualité, on va essayer de mettre en œuvre les traitements. Là, je donne juste des clés. C'est de la théorie. Et la théorie ne change pas. Bon, il y a des gens qui cheminent individuellement, qui essayent de mettre en œuvre les enseignements et qui parviennent à des résultats. Alhamdulillah. Mais Inch'Allah, après le mois du Ramadan, on va essayer individuellement à faire ressortir le meilleur de soi par la spiritualité, moyennant les différentes stations, comme la patience, comme l'action de grâce, etc., etc. À titre illustratif, prenons l'exemple de la femme qui parvient à oublier les douleurs de l'accouchement. Ça peut être traumatisant, un accouchement, tellement c'est douloureux. Mais grâce aux bienfaits qui résultent de cet accouchement, au bonheur qui résulte de voir un enfant, au bonheur qui résulte de l'affection provoquée par cet enfant, la femme oublie les douleurs, comme si les douleurs n'existaient pas. Donc on peut effacer un trauma grâce aux avantages extraits de ce trauma. Sauf que, à l'endroit de l'accouchement, la femme ne fait pas d'effort. Instinctivement, Allah la pourvoit de miséricorde et d'amour vis-à-vis de son enfant. Elle ne fait pas d'effort pour oublier. Elle ne fait pas d'effort pour tirer un avantage positif. Quoiqu'il existe des femmes qui ne sont plus femmes et qui sont dépourvues de miséricorde à l'endroit des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais instinctivement, toute femme porte en elle de la miséricorde vis-à-vis des enfants, et donc, sans effort de leur part, elles vont oublier la douleur de l'accouchement par le bénéfice qu'elles vont tirer de l'amour qu'elles auront pour des enfants. La différence, c'est que dans la spiritualité, l'effort spirituel et intellectuel, c'est vous qui devez le faire pour extraire quelque chose de positif de votre douleur.
Il faut que votre douleur devienne un carburant. Et il faut que ce soit visible. Stop des cours de spiritualité où c'est que de la théorie et ça rentre par une oreille et ça sort par une oreille. Il faut qu'un cours de spiritualité, pour qu'il soit vraiment spirituel, il faut qu'il se traduise en acte dans votre vie par une transformation de votre personne. Si vous venez à ce cours aujourd'hui et vous ne transformez pas, vous n'avez pas gagné et moi aussi j'ai perdu. Si je parviens, à travers mon enseignement, à vous transformer et au meilleur, à faire en sorte que votre souffrance devienne le carburant de votre force, alors là j'aurai gagné et là vous aurez suivi un véritable cours spirituel, loin de ces cours théoriques qui rentrent des informations dans une oreille et ils ressortent par une autre oreille. Il y a plein de livres sur la spiritualité. Il y a plein de gens qui s'expriment sur la spiritualité. Mais est-ce que vous êtes transformé par ces cours? On parle de spiritualité quand il y a du pragmatisme, quand il y a du changement positif, quand il y a de la transformation. Parler de la douleur, du mal, regarder la douleur en face et essayer d'en faire une force pour devenir fort. Et le dernier des remèdes, donc c'est la station spirituelle de la sakina, de la tranquillité. Et c'est une station spirituelle qui est un don. Certains savants disent qu'elle ne s'acquiert pas. C'est un don divin. Et la sérénité, c'est le contraire du stress et de l'angoisse, quand vous êtes bien dans votre peau. Et là, pareillement, la sakina fait partie des cours spirituels qui seront donnés après le mois du Ramadan. Comment faire en sorte de bien réagir, de ne pas se mettre en colère. Quelqu'un qui est dans la sérénité, il ne se met pas en colère, ne se plaint pas, ne critique pas. Il ne se met pas en colère, il ne se plaint pas, ne critique pas. Il arrive à extraire du positif. Tout partout. Et vous avez des gens qui cherchent à vous mettre en colère. Parce que la colère, c'est une faiblesse. Par laquelle vous allez être fragilisé. Il y a des gens qui cherchent à vous mettre en colère. Quelqu'un qui est dans la quiétude ne se met pas en colère. Et il ne se plaint pas. Et il ne critique pas. Et là, vous allez devenir quelqu'un de spirituel. Parce que la langue, elle traduit l'état de votre cœur. Juste en analysant votre discours, on arrive à voir le portrait de votre cœur. En thérapie, on vous écoute. On vous écoute pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Car la langue traduit l'intériorité. Celui qui dit de la médisance, qui prononce de la médisance, celui qui ment, celui qui critique, celui qui se plaint, celui qui rumine, celui qui se moque, tous ces gens-là, tous ces actes-là ne font que traduire la laideur du cœur. Et si vous voyez une personne qui ne se met pas en colère, qui ne se plaint pas, même à raison, parce que parfois, on peut se plaindre à raison. Lorsque la plainte est liée à des manquements globaux, c'est la plainte à l'endroit d'une blessure égocentrique. Quelqu'un de spirituel est quelqu'un qui ne se met pas en colère et qui ne se plaint pas vis-à-vis de tout ce qui peut toucher son amour-propre. Il ne se plaint pas. Et il ne critique pas. Parce que ça, dans le prolongement, quand vous avez des gens qui se critiquent et qui se mettent en colère, ils peuvent se mettre en colère contre Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent se mettre en colère contre eux-mêmes. Ils peuvent se mettre en colère contre des innocents. Ces gens-là sont malades. La colère traduit la maladie du cœur. La plainte, à tort ou à raison, traduit la maladie du cœur. La critique,
destructive, mal placée, injuste. La critique par laquelle on cherche à déshonorer traduit la maladie du cœur. La médisance et le mensonge, etc., etc. La langue. Par la langue, on peut profiler. On peut voir le portrait de votre cœur. Après une épreuve, après un trauma, votre langue. Est-ce que vous craquez pas? Ça se travaille spirituellement. Et les cours qui seront donnés après le mois du Ramadan auront pour objectif de nous permettre d'atteindre cette station spirituelle de la quiétude, de la tranquillité, du calme intérieur, qui est le contraire du stress. Le stress. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous dans un champ de bataille, Imaginez-vous dans un champ de bataille, en pleine mêlée. On ne sait même pas qui tue qui. Il y a du sang, il y a des épées, il y a des flammes. Le danger peut venir de derrière, de devant, de droite ou de gauche. Vous allez être habité par un stress lié à la situation. Et à ce moment-là, vous allez perdre l'appétit. À ce moment-là, vous allez être d'une vigilance extrême. À ce moment-là, vous allez mettre de côté toutes vos passions. À ce moment-là, par instinct de survie et de sécurité, vous allez redoubler de vigilance. Vous êtes dans un champ de bataille. Votre vie est en jeu. À ce moment-là, vous allez vous dépasser la fatigue de votre corps, les blessures de votre corps, la charge et le poids de votre corps. Les conséquences du stress lié à la situation. Vous êtes dans un champ de bataille. Il en va de votre vie. Et pourtant, il existe un homme qui a fait une sieste dans un champ de bataille. Et vous savez c'est qui cet homme? Cet homme-là n'est pas fou. C'est notre prophète à nous, alayhi salatu wassalam. Une sieste dans un champ de bataille. Notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et Allah dit dans le Coran, هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. C'est lui qui a fait descendre la tranquillité sur le cœur des croyants pour augmenter foi à leur foi. Et à Allah appartient les armées des cieux et de la terre. Et Allah est parfaitement connaisseur et sage de votre situation. Et c'est une arme, la tranquillité. Il a fait descendre la tranquillité dans le cœur des croyants à un moment où ils devraient être stressés et angoissés par la situation. Nous, on peut se poser la question de savoir, parce qu'il existe une prière, la prière durant la guerre. Mais comment je peux être concentré durant ma prière alors que c'est la guerre? La sakina. Le prophète, il a fait sa sieste. Et durant sa sieste, il a eu des illuminations. Et quand il s'est réveillé, il a dit à Abu Bakr, radiyallahu anhu, Abshir ya Abu Bakr. Abshir. Sois joyeux, heureux du secours d'Allah prochain. Il fait une sieste dans un champ de bataille, il se réveille avec un sourire. La tranquillité est cet état qui nous permet de nous libérer du stress. Et forcément, quand on est tranquille, on ne se met pas en colère, on n'est pas perturbé, on n'est pas troublé. Parce qu'il y a des gens qui veulent vous perturber pour que, indépendamment de eux, vous soyez traumatisés et que vous ayez des peurs constantes. Lorsque vous êtes doté
de quiétude et de sakina, vous êtes zen, dans le calme. Il y a des gens qui veulent vous perturber. Ils veulent que tous vos référentiels soient déplacés pour que votre état de déséquilibre soit constant. La sakina, c'est le contraire. C'est comment je reste dans le calme et que tout ce qui est intérieur à moi ne bouge pas. Quelqu'un qui est dans la sakina, c'est quelqu'un qui n'est donc pas perturbé, quel que soit le comportement ou les événements qu'il peut connaître. On a vraiment besoin de sakina. Parce que c'est la solution, des solutions aux problèmes du trauma, des traumatismes et des relations toxiques. Et Inch'Allah, le cours qui portera sur la sakina aura lieu donc après le mois du Ramadan. Et si vous êtes intéressé, je le répète, n'hésitez pas à laisser votre prénom et votre numéro de téléphone.